Et pour en débattre, nous sommes avec Christian de Boissieu, économiste, vice-président du Cercle des économistes. Bonsoir Christian de Boissieu, merci d'être avec nous. À vos côtés pour débattre, Henri Sterdignac, économiste au FCE, membre des économistes atterrés. Bonsoir Henri Sterdignac, merci d'être avec nous. Donc l'INSEE qui prévoit un effondrement de l'économie de 9% en 2020, près de 10% de la population active pourrait se retrouver au chômage avant la fin de l'année. C'est plutôt inquiétant comme diagnostic. La deuxième vague du coronavirus sera-t-elle mortelle pour l'économie française ou on dramatise, Christian de Boissieu? D'abord, bonsoir. La deuxième vague, qui n'est pas terminée, nous sommes encore dedans, va, à mon avis, retarder la reprise. C'est-à-dire, je pense que s'il y a une reprise l'année prochaine, en 2021, elle commencera plutôt au printemps, parce que donc cette deuxième vague retarde les possibilités de reprise. Nous avons encore devant nous des plans sociaux. Nous avons, comme vous l'avez suggéré, une montée du chômage. Moi, je pense que le chômage en France va atteindre autour de 11% en mars de l'année prochaine. Il y a des faillites d'entreprises qui vont être inévitables malgré les aides. Je dirais l'argent public et les liquidités de la Banque Centrale Européenne, tout ça, ça limite la casse, ça n'empêche pas la casse. Et donc nous sommes dans un contexte compliqué qui va le rester à mon avis jusqu'au printemps. Et vous disiez moins 9% pour la France en 2020. Bon, moins 9, moins 10, on verra. Mais ce qui me frappe, c'est que la France va, avec ce chiffre très négatif, va être probablement légèrement en dessous de la moyenne de la zone euro. Voilà quelques éléments de cadrage. Alors dans ce contexte, on vient d'en parler, les annonces de plans sociaux inquiètent évidemment. Illustration avec Danone qui vient d'annoncer la suppression de 2000 postes en France et à l'étranger. Regardez la réaction du ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Je demande aux entreprises de faire preuve du même sens des responsabilités et de considérer que la réduction d'effectifs, les licenciements, c'est vraiment la toute dernière mesure quand il n'existe aucune autre possibilité et que la situation économique est vraiment très difficile pour l'entreprise. La réduction d'effectifs, c'est vraiment la toute dernière mesure, dit Bruno Le Maire. Vous trouvez que c'est ce qui se passe en ce moment, Henri Sterdignac, ou on peut dire que le Covid a le dos large ? La vérité est entre les deux. Bien sûr, il y a une partie des entreprises qui ont des difficultés financières, donc qui vont être contraintes de licencier. Il y a une partie des entreprises qui étaient déjà en très mauvaise situation avant la pandémie, donc naturellement, elles licencient. On a des entreprises, des secteurs économiques dans lesquels les perspectives se sont fortement dégradées. Par exemple, l'aéronautique, l'automobile, tout ce qui est tourisme et événementiel. Et on a un certain nombre de grandes entreprises qui avaient d'ores et déjà décidé de restructurer, décidé de délocaliser, décidé d'aller produire ailleurs. Et ces entreprises, naturellement, profitent de la crise pour effectivement mettre en œuvre ces mesures. Le grand problème, c'est que ça arrive au moment même où il y a une forte hausse du chômage en raison de la conjoncture, et on s'aperçoit bien sûr que ces entreprises avaient planifié depuis un certain temps leur départ de France, la fermeture de telle ou telle usine, et ça pose la question, effectivement, est-ce que l'État, les syndicats ne peuvent pas intervenir en amont pour éviter ce genre de choses ? Christian de Boissieu, cette crise du coronavirus, est-ce que finalement, c'est la question qu'on s'est souvent posée, le débat a été lancé tout au long de cette crise sanitaire, est-ce qu'elle nous oblige à revoir notre modèle? Est-ce que le libéralisme est à bout de souffle? Écoutez, en tout cas, cette crise, elle appelle une intervention massive des États et, je l'ai dit tout à l'heure, une réactivité très forte du côté de la Banque Centrale Européenne. Alors, l'État, je ne vais pas dire l'État est de retour parce qu'il a toujours été là, mais il y a clairement, avec cette crise, la nécessité de repenser, de refonder et d'activer de nouvelles politiques industrielles. Et je prends politique industrielle au sens le plus large, c'est-à-dire l'industrie, ça représente 14%
de l'activité en France, à peu près 15% de l'emploi. Quand je parle de politique industrielle, c'est beaucoup plus large que les 14 ou 15%. Pour moi, la politique industrielle ou les nouvelles stratégies industrielles, ça doit concerner pratiquement tous les secteurs. Les secteurs des services, l'agroalimentaire et pas uniquement ce qu'on appelle l'industrie au sens strict du terme. Si je peux revenir un mot sur le cas de Danone, parce que moi, ça m'a en particulier choqué pour la raison suivante. C'est que Danone, c'est la première grande entreprise française à avoir pris le nouveau statut d'entreprise à mission proposé par la loi Pacte. La loi Pacte a été adoptée en 2019 et cette loi propose à certaines entreprises de définir en quelque sorte leur mission de manière beaucoup plus large que la question de la rémunération correcte des actionnaires, c'est-à-dire entreprise à mission, ça donne un signal fort de la part d'une entreprise, comme quoi l'entreprise se veut citoyenne, veut aller bien au-delà de la recherche de la rentabilité financière à court terme. Donc, je trouve ça quand même un peu paradoxal qu'une grande entreprise comme Danone, après avoir pris le statut d'entreprise à mission, se mette comme ça à annoncer des centaines de licenciements secs en France. Et je termine en disant que derrière l'intervention des États, votre question, je répète, la mise en place massive d'aides, le chômage partiel, les prêts garantis par l'État, tout ça, moi je pense qu'il fallait et il faut le faire. Quand il y a le feu dans la maison, on appelle les pompiers et les pompiers, ils sont bien identifiés aujourd'hui. Mais dans ce contexte-là, je dirais la question des contreparties est importante. Une entreprise comme Danone a bénéficié encore d'aides variées du côté des États. Je pense que le sujet sur les contreparties à demander aux entreprises reste un sujet qui reste sur la table. Surtout, Christian de Boissieu, que l'entreprise a distribué 1,4 milliard d'euros cet été à ses actionnaires. Regardez précisément comment le patron du groupe alimentaire, Emmanuel Faber, s'en est expliqué. Il va peut-être vous répondre indirectement dans les colonnes de Libération la semaine dernière. À cause de la chute de 30% de notre cours de bourse depuis le début de l'année, les 100 € investis dans Danone il y a 12 mois par un actionnaire n'en valent plus que 70 aujourd'hui. Il nous a semblé très important de faire en sorte que nos actionnaires touchent, sur d'excellents résultats 2019, ce qui leur revenait. Une entreprise ne tourne pas sans actionnaires. Henri Sterdyniak, factuel, une entreprise ne tourne pas sans actionnaires. Il fallait qu'il récupère ses bénéfices de 2019. Votre réaction, votre réponse ? Le principe, c'est que les actionnaires sont là en principe pour prendre des risques, ils sont rémunérés pour prendre des risques, et on rentre là dans une situation tout à fait paradoxale où les entreprises considèrent que quoi qu'il se passe, il faut absolument rémunérer les actionnaires, et à la limite, plus une entreprise se porte mal, mieux il faut rémunérer les actionnaires pour les convaincre de rester dans l'entreprise. C'est un phénomène tout à fait pervers. Donc la crise actuelle montre plusieurs choses. D'une part, c'est qu'effectivement, l'État joue un rôle extrêmement important d'assureur, et donc l'État est légitime en quelque sorte pour influencer plus directement les choix stratégiques des entreprises. Ces choix stratégiques doivent être pensés à moyen terme, ce qui veut dire qu'elles doivent être négociées, réfléchies avec les pouvoirs publics, mais aussi avec les syndicats, des choses comme Bridgestone, où les syndicats découvrent que effectivement le plan de l'entreprise, c'était de fermer l'usine, c'est tout à fait inacceptable. Et bien sûr, la question qui va se poser après la pandémie, on va avoir un appareil productif qui aura été extrêmement abîmé. Il faudra repartir, et il faudra que l'État pilote la nouveau départ de l'économie française. En tout cas, suppression de postes d'un côté, la bourse qui se porte plutôt bien de l'autre. On va regarder quelques chiffres. On s'est amusé à faire une petite courbe toute simple sur les 20 dernières années au moment de la bulle spéculative. Regardez, dans les années 2000, le CAC 40 qui était à 6 944 points, la crise des subprimes de 2008, 3 217 points, et là, 5 581 points. C'est pas trop mal tout de même, Christian de Boissieu. On nous dit, il y a une énorme crise économique, il va y avoir 10% de chômage, moins 9% en 2020, vous le disiez vous-même tout à l'heure. Vous pouvez nous expliquer avec des mots assez simples
voilà cette différence qu'on a du mal à saisir quand on n'est finalement pas un expert comme vous? Écoutez, il y a clairement une certaine déconnexion entre la bourse et ce qu'on appelle l'économie réelle. Cette déconnexion qui existe donc depuis un certain temps, elle est clairement alimentée par la politique monétaire, par les banques centrales qui injectent massivement des liquidités. Je répète, nécessaire d'injecter massivement des liquidités, mais la contrepartie, c'est que on vit dans un contexte où les taux d'intérêt sont proches de zéro, quand ils ne sont pas négatifs, et les liquidités massivement injectées dans l'économie se retrouvent quelque part. Et donc il y a une partie de ces liquidités qui vient alimenter ici ou là des bulles. Alors dans certains cas, ça peut être des bulles sur l'immobilier. Il n'y a pas une bulle immobilière en France de manière générale. Je veux dire, il y a des marchés de l'immobilier, et sur certains de ces marchés de l'immobilier, il peut y avoir des phénomènes de bulles. Et sur les marchés d'actions, je pense que l'abondance de liquidités résultante de la politique monétaire, par ailleurs à mon avis nécessaire, cette abondance de liquidités, disons, alimente les placements en actions dans un contexte où, je répète, beaucoup de placements rapportent pratiquement rien. Ce que je suis en train de dire n'est pas totalement incompatible, et même compatible avec le fait que quand vous regardez les chiffres, vous avez une augmentation de la collecte du livret A en France, parce que depuis mars, il y a eu beaucoup d'épargne additionnelle, à peu près 90 milliards d'euros du côté des ménages français, et que donc une partie de cette épargne se retrouve en liquidité, par exemple livret A. Bon, mais ça n'empêche pas que par ailleurs, dans ce monde où il y a beaucoup de liquidités, une partie vient s'investir sur les bourses, sur les marchés d'actions. Oui. Henri Sterdyniak, le mot de la fin, ça veut dire que d'une certaine façon, cette confiance illustrée par la bourse, elle est d'une certaine manière un petit peu artificielle, ou elle illustre quand même effectivement plutôt une bonne augure pour l'avenir? La bourse fonctionne avec des hauts et des bas. Là, actuellement, on a une bourse qui est extrêmement optimiste par rapport à la situation réelle, parce qu'il y a la perspective de trouver un vaccin. Donc, tout le monde se dit ça va permettre de redémarrer, donc la bourse va monter, donc j'achète. Donc, effectivement, ça fait monter la bourse. Par ailleurs, la plupart le marché s'attend à ce que les taux d'intérêt restent très bas, ce qui est également un facteur qui fait monter la bourse. Donc la bourse est ce qu'on appelle auto-validante, auto-réalisatrice. Et donc on a cette montée qui est tout à fait excessive. La bourse n'a perdu que 7%, la bourse française n'a perdu que 7% depuis le début de l'année, alors que les perspectives économiques se sont quand même beaucoup assombries. Donc c'est une bulle qui va perdurer parce que les taux d'intérêt vont rester très bas, sauf s'il y avait une catastrophe du genre les vaccins ne fonctionnent pas, ou une troisième, une quatrième vague. Mais actuellement, oui, les marchés sont trop optimistes. Merci en tout cas à tous les deux, Christian de Boissieu, Henri Sterdyniak, d'avoir été avec nous pour évoquer donc ce versant économique de la crise sanitaire. Merci à vous deux.